l'enregistrement de ce webinaire. Bienvenue dans ce webinaire sur le financement des services d'eau et d'assainissement dans un contexte de sobriété énergétique et hydrique. Je suis Oriane Séville, conseillère environnement à Interconnecté de France. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour le premier webinaire d'un cycle de trois qui abordera les enjeux de financement et les propositions d'Interconnecté de France pour revoir le modèle économique de ces services. Ce webinaire fait suite à un groupe de travail que nous avions lancé il y a presque un an avec un certain nombre de partenaires pour élaborer des propositions pour un nouveau modèle économique des services d'eau, de réseaux de chaleur et de services de gestion des déchets, considérant que le modèle économique n'était pas adapté aux enjeux de sobriété auxquels sont confrontés les services. Nous vous proposons aujourd'hui de revenir sur un certain nombre de ces propositions et nous aurons également un regard plus méthodologique et un retour d'expérience apporté par Grenoble Alpes Métropole sur la question de la tarification. Le webinaire durera 1 heure et quart et est enregistré. Vous pourrez donc retrouver le replay ainsi que les supports qui seront présentés d'ici quelques jours. Nous avons le plaisir d'accueillir Régis Banquet, président de Carcassonne Agglomération et vice-président d'Interconnecté de France en charge de l'eau, qui a copiloté ses travaux sur la partie services d'eau. Nicolas Crinquant et Guillaume Mattersdorf pour Espelia, respectivement directeur senior et directeur associé, qui vont pouvoir apporter leur regard méthodologique sur les enjeux de tarification. Et enfin, Charles-Adrien Hérault pour Grenoble Métropole, qui partagera le retour d'expérience. Pour commencer, nous allons venir un peu plus sur le contexte, les objectifs, également les propositions qu'Interconnecté France a développées en partenariat avec la FP2E et la FNCCR. Et pour cela, je vous laisse la parole, Monsieur Banquet. Bonjour, bonjour à tous et merci de venir participer à cet échange pour ce webinaire. Donc, quel est le contexte aujourd'hui? Le contexte, il est assez clair depuis l'été 2022. On a une ressource en eau qui devient de plus en plus rare, donc de plus en plus précieuse, avec des objectifs de sobriété, bon, bien sûr énergétique, mais surtout hydrique, qui sont mises en place par l'ensemble des services d'eau et d'assainissement sur nos territoires. Et parallèlement à ça, bien des investissements assez colossaux à réaliser par rapport, bien sûr, au renouvellement de réseau qui, aujourd'hui, en France, est en retard, et également à tous les investissements concernant les nouvelles pollutions qui apparaissent dans notre eau, dans notre potable. Donc, faut concilier à la fois des problématiques de diminution de vente de volume, donc quelque part aller vers l'efficacité environnementale, c'est diminuer les volumes distribués, c'est avoir un modèle économique qui puisse nous permettre de réaliser ces investissements-là et faire attention à l'équité sociale, bien sûr, pour ne pas mettre une partie de nos concitoyens en difficulté. Lorsque on regarde aujourd'hui une facture d'eau, globalement, et notre modèle économique, on a des coûts, je dirais, pour distribuer et produire et distribuer l'eau potable qui sont relativement fixes. Donc, on a une dépense à peu près certaine dans nos services. Et parallèlement à ces dépenses qui sont relativement certaines, c'est 80% des coûts qui sont fixes. On a des recettes qui sont très variables puisque la part fixe de nos recettes n'est que de 20%. Donc, cet équilibre-là, c'est un équilibre qui est relativement instable et qui ne nous permettra pas, à l'avenir, bien d'engager les investissements que l'on doit engager sur nos territoires. Un constat également, c'est que la part, je dirais, de la facture d'eau sur le budget ménage est relativement basse. C'est moins d'1%, c'est 0,8, moins d'1% pour le budget ménage, alors que, bon, par exemple, la téléphonie ou l'énergie sont des postes un peu plus importants sur le budget des ménages. Donc, aujourd'hui, on a à la fois, je dirais, de la communication à faire vis-à-vis de nos concitoyens, puisqu'ils ne connaissent pas totalement à la fois l'économie de l'eau, mais surtout
le détail de leur facture et comment est constituée leur facture d'eau. Et en même temps, essayer de faire en sorte de conserver des marges de manœuvre suffisantes pour réaliser les investissements qui sont devant nous. Donc, tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc, ce que je vous disais, donc des investissements importants à réaliser. En gros, c'est 15 milliards d'euros de plus que ce que nous investissons aujourd'hui qu'il faudra réaliser sur les 5 ans à venir. 15 milliards, quand on sait ce que coûte, je dirais, la recherche d'économie en milliards d'euros au niveau de l'État aujourd'hui et l'impact que ça peut avoir sur les collectivités. Ces 15 milliards d'euros supplémentaires pour réaliser ces investissements-là seront nécessaires d'un côté à trouver, mais également difficiles à mobiliser, bien entendu, si on ne change pas de modèle aujourd'hui, puisque ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a une prise de conscience de nos concitoyens. Alors, c'est soit par rapport à leur pouvoir d'achat ou par rapport, je dirais, à leur sensibilité vis-à-vis de l'impact environnemental que peut représenter je dirais, la dépense quotidienne en eau qu'ils réalisent, mais on constate aujourd'hui une baisse assez sensible des volumes d'eau distribués, puisque en gros, on est en moyenne en France entre 3 et 4 de baisse sur l'année 2023, et sur certains territoires, on est parfois à 10 même parfois plus. Titre d'exemple, sur mon territoire, on est entre 2022 et 2023 à moins 7, moins 8% de baisse de volume facturé. Donc, à partir de là, eh bien, nous avons souhaité mettre en place un groupe de travail pour réfléchir, parce qu'aujourd'hui, on a ressenti à travers une enquête que nous avons conduite auprès de nos adhérents, bon, il y en a bon, 70 qui ont répondu, qu'on a une réelle inquiétude de la part de nos adhérents sur l'avenir de cette compétence au assainissement qu'il faut assumer et qu'il faudra financer, surtout dans les années à venir. Vous le voyez, je ne vais pas vous détailler les résultats de l'enquête, mais 90% de nos répondants à cette enquête pensent que ça va être de plus en plus difficile de financer le service d'eau, que les besoins en investissement vont augmenter, c'est ce que je disais, et ces deux facteurs qui auront un impact sur les besoins d'investissement sont bien sûr à la fois tout ce qui concerne le patrimoine et donc, je dirais, la résorption des fuites sur nos réseaux et donc le renouvellement de nos réseaux d'eau et ces nouveaux polluants qui arrivent, comme les PFAS, etc., qui aujourd'hui doivent être traités pour qu'on puisse distribuer une eau de qualité. Parallèlement à ça, on a plus de la moitié de nos adhérents qui constatent une baisse des volumes, bon, 3% je dirais, en moyenne. Et par rapport à cette baisse-là, bien sûr, des services qui anticipent déjà les difficultés pour équilibrer demain les budgets d'eau et d'assainissement en raison de cette baisse de consommation de nos usagers. Donc, mise en place d'un groupe de travail avec des principes qui ont été assez rapidement, je dirais, écrits dans la démarche que l'on a voulu initier au sein de ce groupe de travail. Donc, un, euh, prendre en compte demain euh, la ressource en eau dans toutes les politiques publiques qui seront traitées, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Bien sûr, dans tout ce qui est aménagement du territoire, urbanisme, etc., schéma, qui aujourd'hui nous occupent sur nos collectivités. Une nécessité de rééquilibrer, je dirais, alors la facture d'eau globale, hein, la facture d'eau que les différents usagers peuvent payer aujourd'hui, que ce soit les usagers domestiques, les agriculteurs ou les industriels, en sachant on a pour principe de rééquilibrer un petit peu, je dirais, cette facture d'eau pour pas faire peser sur uniquement l'usager domestique bien le financement, par exemple, du service et des redevances des agences à l'échelle d'un bassin. Euh,
un intérêt, alors un intérêt plus qu'un intérêt, une nécessité, je dirais, moi, de dialoguer entre usagers, agriculteurs, bien sûr, collectivités, tout ce qui gère l'eau potable et industriels pour bien arriver à se comprendre et arriver à construire un partage de l'eau, bien entendu. Nécessité pour les collectivités de la connaissance de tout ce qui se passe par rapport aux masses d'eau que l'on a à gérer, que ce soit les masses d'eau qui sont en surface ou les masses d'eau souterraines, de manière à ce que cette connaissance puisse nous permettre d'agir et d'agir avec cohérence sur nos territoires. Et bien entendu, comme principe d'identifier tous les leviers d'action possibles pour analyser le plus finement possible l'impact que peut avoir une tarification ou une autre sur la ressource et donc le comportement de l'usager, mais aussi sur l'activité économique, puisqu'aujourd'hui, c'est très bien qu'il y a des gros consommateurs et ces gros consommateurs, bien entendu, eux, parfois, ne peuvent pas baisser leur consommation, comme par exemple les hôpitaux, donc avec bien sûr des marges de manœuvre réduites pour ces gros consommateurs. Certains industriels, eux, ont déjà fait beaucoup d'efforts sur cette consommation. Et donc, voilà, une analyse fine pour je dirais, différencier peut-être les divers usages, même au niveau de l'eau domestique, de nos usagers. Bien entendu, il faudra, bien sûr, comme dénominateur, prendre en compte tous les enjeux locaux, puisque chaque territoire a sa singularité, a sa culture par rapport à l'eau, a son rapport par rapport à l'eau et son climat. Aujourd'hui, et dans l'hiver, il a plu un peu partout en France assez fortement. Et par exemple, dans le sud de la France, notamment dans les Pyrénées-Orientales, par exemple, autour de Perpignan, eh bien, aujourd'hui, on est en déficit assez conséquent de la pluviométrie et donc des masses d'eau qui sont en recul sur ces territoires-là. Et donc, et enfin, une approche dynamique pour prendre en compte, je dirais, toutes les évolutions dans le temps par rapport bien à l'accueil de nouvelles populations. Il y a des territoires qui perdent de la population, d'autres qui en gagnent. Donc, il faut bien sûr qu'il y ait une approche dynamique possible concernant ces territoires-là. Concernant les mobilités, bien sûr, les changements d'habitude et les variations saisonnières, on y reviendra tout à l'heure. Donc, au-delà de ces principes, donc, nous avons essayé, je dirais, de déterminer des blocs, je dirais, de propositions. Le premier bloc, c'est l'action que l'on doit mener, nous pensons, sur tous les aspects réglementaires. Donc, comme je vous le disais, il faut absolument avoir la connaissance des prélèvements, mais parallèlement à ça, non seulement la connaissance donc, de nos masses d'eau, de ce qu'il peut et ce qu'elles peuvent revêtir comme volume, etc. Et rendre tout ce qui est forage, etc., et captage dans nos masses d'eau obligatoire, avec bien sûr non seulement une déclaration obligatoire, mais également un comptage obligatoire. Mais qui dit comptage ne veut pas dire paiement d'une facture, mais au moins comptage pour avoir la connaissance des prélèvements qui sont effectués sur les nappes, par exemple, sur les nappes phréatiques qui sont souterraines aujourd'hui et dont on n'a pas une connaissance très précise. Au-delà, c'est aussi supprimer la tarification dégressive pour les très très gros consommateurs. Parfois, ils ont une tarification dégressive. Plus ils consomment, moins ils payent. Donc, l'idée, c'est au moins stabiliser leur tarification de façon à ce qu'il y ait quand même une incitation à la sobriété et bien sûr intégrer les forages privés dans l'assiette des redevances concernant ce range. Donc ça, c'est, je dirais, des aspects purement réglementaires que, bien sûr, nous essaierons de faire passer à nos gouvernants. Ensuite, on a un deuxième bloc qui est très important également, c'est l'action que l'on doit mener sur les comportements de nos usagers.
donc avec beaucoup de pédagogie pour les engager vers la sobriété. On voit aujourd'hui que l'été 2022 a été très pédagogique de ce côté-là, puisque les sécheresses 2022 et 2023, durant de nombreux mois, ont fait prendre conscience à nos concitoyens qu'il fallait faire attention à la ressource en eau. C'est une ressource précieuse et qui n'est pas illimitée. Donc ça, il y en a qui l'ont compris, mais aujourd'hui, avec, je dirais, les phénomènes de fortes pluies ou fortes précipitations que l'on peut connaître dans certains territoires, il ne faudrait pas que cette prise de conscience soit mise de côté et oubliée de la part de nos usagers. Donc, bien, bien faire intégrer à nos usagers des comportements qui tendent vers la sobriété, en communiquant également sur bien le coût du service. Et donc, quand je dis coût du service, on a depuis des dizaines et des dizaines d'années toujours communiqué sur le prix au mètre cube de l'eau. Ce prix au mètre cube aujourd'hui ne veut plus trop rien dire puisque, vous le savez tous, on avait une facture moyenne qui était à peu près de 120 mètres cubes pour une famille, etc. Aujourd'hui, ces 120 mètres cubes ne correspondent plus à rien puisque la facture moyenne aujourd'hui, elle est plutôt entre 80 et 100 mètres cubes qu'à 120. Donc, ces prix au mètre cube ne veulent plus trop dire grand-chose. Et en matière de communication, pour faire prendre conscience à nos usagers qu'il est bon d'aller vers plus de sobriété, c'est peut-être davantage communiquer sur le montant global de la facture et non plus sur le prix au mètre cube. Et qui dit montant global, c'est par exemple en ayant la possibilité d'augmenter, je dirais, nos enveloppes de recettes concernant ces factures d'eau, en diminuant les volumes vendus, mais en ayant un prix supérieur, de façon à stabiliser, je dirais, la facture autour de 500, 550 euros par an en moyenne pour nos concitoyens. Donc, pour dégager quelques marges de manœuvre supplémentaires, sans pénaliser, je dirais, le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Donc, l'effort qu'ils doivent réaliser sur la sobriété, bien, cet effort-là nous permettra peut-être d'avoir des marges de manœuvre suffisantes pour réaliser nos investissements en, je dirais, stabilisant le montant de la facture et non plus en étant sur le prix au mètre cube. Donc, bien sûr, tout ça nous engage également à accompagner les plus fragiles, et notamment ceux qui sont en précarité hydrique aujourd'hui. Donc, avec, bon, on le verra plus loin, mais il y a tout ce qui est tarification sociale, etc. Mais aujourd'hui, il y a de nombreuses discussions qui sont engagées, par exemple, avec la caisse d'allocation familiale pour ben, avoir les éléments nécessaires et les renseignements que la caisse d'allocation familiale dont elle dispose pour pouvoir agir a priori, donc avant l'envoi de la facture d'eau, pour éventuellement, comme le font certains territoires, mettre en place des accompagnements pour ces foyers-là, soit par l'intermédiaire de chèques eau, d'allocations, etc. Et d'agir plutôt a priori que a posteriori, parce que a posteriori, souvent, ces gens-là ne font pas la démarche pour venir demander de l'aide concernant le paiement de leur facture d'eau. Et bien évidemment, l'innovation doit nous aider également avec la digitalisation bien sûr, de nos réseaux pour détecter très rapidement les fuites et les géolocaliser, mais également avoir une relation à l'usager beaucoup plus fine par rapport à sa consommation, par rapport à sa consommation journalière, de manière à l'alerter là aussi, lui, s'il a une fuite dans son réseau privé, de manière à ce que, bien là aussi, les économies d'eau que parfois l'usager ne peut ne pas voir, eh bien, elles soient réelles concernant son réseau privé dans son foyer. Et donc, cette digitalisation avec les compteurs intelligents peut nous permettre d'agir sur ces comportements-là et donc diminuer bien sûr le prélèvement d'eau sur nos territoires. Troisième bloc essentiel, c'est agir sur les contractualisations. Alors là, c'est pour les territoires. Alors, moi, j'ai un territoire où j'ai une partie du territoire en DSP, une partie en régie. Alors, mais c'est quand je parle de performance et dans les contrats de DSP, mais c'est aussi viser la performance dans
les obligations de service public au niveau des régies, où il y a des possibilités d'objectifs ambitieux à mettre en place entre la collectivité et sa régie publique de l'eau. Donc, l'opérateur, qu'il soit privé ou public, bien, doit demain avoir un contrat de performance concernant la distribution d'eau potable, notamment en allant vers beaucoup plus de sobriété et d'efficacité et avec des rendements qui dépassent euh, les 85% de manière à ce que le gaspillage de l'eau soit réduit au maximum sur nos territoires et attacher un peu moins d'importance au prix de l'eau concernant nos usagers. Et deuxième volet sur les contractualisations, voilà, voir avec, je dirais, le nouveau programme des agences de l'eau qui va être mis en place à partir de 2025, voir comment les agences de l'eau peuvent je dirais, conditionner quelque part les aides qu'elles peuvent apporter à une démarche de sobriété, une démarche qualitative de gestion de l'eau, de manière à ce que bien les bons élèves, quelque part, soient récompensés et que ça incite les mauvais élèves à devenir des bons élèves pour avoir ces récompenses concernant les accompagnements de l'agence de l'eau. Et bien sûr, dernier bloc, c'est la boîte à outils concernant la tarification. Alors là, je dirais que chaque territoire doit avoir sa propre vision, sa propre singularité concernant la tarification. Certains préféreront agir sur la saisonnalité, d'autres sur la progressivité, d'autres sur je dirais la part fixe, etc. Il y a plusieurs types de propositions qui sont faites aujourd'hui. Bien sûr, ouverture totale à l'expérimentation sur la tarification. Et pourquoi pas demain s'inspirer de ce qui a été fait sur les télécoms avec la forfaitisation et une sanction si on dépasse le forfait. Quand l'usager dit moi j'ai besoin de 60 mètres cubes par an pour mon foyer, eh bien, je prends un forfait 60 mètres cubes. Et bien sûr, si je dépasse ces 60 mètres cubes, eh bien, j'ai une sanction financière qui m'obligera à me contenir à ce qui est prévu dans mon forfait. Alors, ça peut être sur l'usager, ça peut être sur les gros consommateurs et les forages privés. Donc, là aussi, une ouverture et une nouvelle, je dirais, façon d'envisager la facture, non plus au mètre cube et au prix au mètre cube, mais avec différentes façons, selon la culture de chaque territoire, d'avoir cette relation financière vis-à-vis de l'usager. Bon, par exemple, si je prends la métropole toulousaine, elle, de par sa configuration avec de nombreux immeubles collectifs, a préféré la tarification saisonnière, d'autres préfère la tarification progressive. Voilà, chaque territoire doit être libre de choisir sa propre tarification qui correspond quelque part à la spécificité de son territoire, de manière à ce que l'usager soit considéré et surtout soit au cœur des démarches que l'on peut entreprendre pour aller vers plus de sobriété dans nos territoires. Voilà un petit peu ce que l'on souhaite proposer comme nouvelle tarification au niveau de l'eau, mais c'est surtout une boîte à outils qui est ouverte, bien sûr, à l'expérimentation et à de nouvelles formes de tarification si jamais euh, certains peuvent avoir l'esprit aiguisé pour conceptualiser d'autres formes de tarification. Voilà un petit peu ce que je voulais dire pour les propositions que nous avons faites, donc avec des partenariats forts avec la FNCCR, bien sûr, la FP2E et tous les opérateurs d'eau que nous avons sur notre territoire et l'ensemble d'associations qui ont participé à ce travail, que ce soit les consommateurs, etc., qui ont participé à la réflexion que l'on a eue pendant plusieurs mois. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Ranquet, pour ces présentations. Nous avons quelques minutes disponibles pour des questions ou des remarques si vous souhaitez lever la main ou alors poser une question à l'écrit dans le module questions-réponses en bas de votre écran, c'est possible. N'hésitez pas, que ce soit pour souligner peut-être des points qui vous paraîtraient à approfondir ou peut-être pour partager également déjà des éléments de diagnostic
sur votre territoire, peut-être des actions déjà engagées aussi. Monsieur Banquet vous a présenté un certain nombre de propositions. Nous avons bien en tête que euh, c'est une première étape. On va bien sûr continuer à y travailler. Donc vos retours sont extrêmement précieux à cet égard. N'hésitez pas à lever la main en bas de votre écran si vous avez des questions. Nous prendrons de toute façon un nouveau temps d'échange également à la fin. Donc, Madame Gardon, vous avez levé la main. Vous pouvez activer votre micro désormais. Vous avez la parole. Oui, bonjour, Claire Gardon de la communauté de communes de Forêt-Est. Une simple précision, s'il vous plaît, concernant la part de 0,8% dans le budget des ménages. S'agit-il que de la part eau ou de la part globale eau plus assainissement? C'est la totalité de la facture, hein. D'accord, C'est eau, assainissement, taxes, etc. C'est la totalité de la facture payée par l'usager. d'accord, merci. Est-ce qu'il y a une autre demande de prise de parole? Sinon, on poursuit sur les échanges. N'hésitez pas, nous avons encore quelques instants. Donc, je tourne également vers les autres intervenants. Si vous souhaitez d'ailleurs réagir à ces propositions-là, vous pouvez aussi tout à fait le faire. Pas de remarques de notre côté. Je vous propose dans ce cas-là de continuer. On prendra bien sûr des questions de clarification si besoin et un nouveau temps d'échange à la fin du webinaire. Donc, Nicolas, rejoint par Guillaume également, présenté au début du webinaire. Je vous laisse tous les deux la parole. Nous avons souhaité faire un petit focus méthodologique justement sur la question de la tarification, qui était, comme l'a présenté Monsieur Banquet, un des grands axes des propositions que nous avons formulées. Je vous laisse partager également votre support si vous souhaitez le faire. Yes. Est-ce que c'est bon? Oui, bon. Là, en mode Ah, présentation, pas plein hein. écran. Arrête le mode présentateur. Arrêtez le mode présentateur. Et non, partage, tu vas changer l'écran. Alors, et non, voilà. Il est où? Désolé, il est. Hop, on va. Donc, le temps que vous partagiez, je rappelle Ouais. que Expedia a également travaillé sur cette question des modèles économiques dans un contexte de sobriété. Donc, ça nous paraissait intéressant d'avoir ce regard-là complémentaire et également dans le cadre de l'accompagnement que vous pouvez avoir auprès de collectivités sur le choix du bon mode de tarification. Merci Ariane d'avoir fait le tampon, le temps que la technique se cale. Oui, donc très très ravi d'être à vos Alors, on n'a côtés pas là. encore le support, on a le partage d'écran sur le bureau. Ah, ok, on va y arriver. Oui, c'est bon, c'est C'est bon parti. là cette fois, ok, super. Ouf. Merci beaucoup de nous donner un temps de parole pour venir témoigner. Effectivement, on pourra croiser nos retours d'expérience entre cette étude prospective sur les nouveaux modèles économiques urbains, alors qui ne touche pas que les secteurs publics de l'eau et de l'assainissement, mais s'adresse un peu à tous les services publics locaux habituels, je dirais, des intercommunalités. Et puis notre vécu mission, qui sera plus le centre de notre propos aujourd'hui avec Guillaume, avec l'idée de vous faire partager des enseignements assez pratico-pratiques autour de la façon dont on y est confronté, et puis d'essayer de vous donner, vous puissiez repartir avec quelques éléments de méthodologie qui puissent inspirer pour une mise en action pour certains d'entre vous. Peut-être sur le propos introductif, sans essayer d'être trop redondant avec Monsieur Banquet, on est quand même convaincu que le sujet de la tarification, avant d'être un sujet technique, est un sujet politique, hein. Il va, à un moment donné, ce sujet de la tarification, incarner un projet de territoire, ou en tout cas en découler. Et on pense que c'est important de ne pas le limiter
à des aspects technico-juridico-financiers parce que c'est ce qui rend aussi plus compliqué d'en parler, d'expliquer le fondement de la politique tarifaire du service public de l'eau derrière. Et c'est pourquoi on est assez convaincu sur le fait que le travail sur la politique tarifaire, c'est une réflexion qui doit être d'une part assez intégrative, avec toutes les composantes du prix de l'eau à prendre en compte, que ce soit la part eau, la part assainissement, mais aussi les aspects liés aux redevances type agence de l'eau. On a un cadre réglementaire qui est couché, sur lequel je reviendrai après, qui donne des règles un petit peu, qui impose l'exercice. Et on le voit à travers les propositions en intercommunalité trans, qu'il y a des portes qu'il serait parfois nécessaire d'ouvrir pour pouvoir expérimenter et sortir un peu du cadre, faute de quoi le financement des services risque d'être une équation insoluble. On a d'autres principes qui sont plus des principes inhérents au service public de manière générale à respecter, celui de l'égalité de traitement des usagers, de proportionnalité, qui fait que deux personnes qui seront dans une situation identique vis-à-vis du service devront avoir le même traitement tarifaire. Et cette contrainte-là, elle est assez forte et elle a été rappelée plusieurs fois par le juge. Euh, voilà, et le principe, le dernier principe, c'est celui de non-discrimination, pour faire que si à un moment donné on choisit d'avoir un traitement différencié pour quelques abonnés, il faut vraiment qu'on soit en mesure de justifier pourquoi ce traitement est appliqué. La politique tarifaire, c'est un outil qui est pertinent et intéressant pour traiter les enjeux de durabilité du service parce que finalement, elle permet de répondre à différents enjeux, enjeux environnementaux. On a parlé de sobriété et pour nous, c'est un des vrais aléas auxquels les services publics d'eau et d'assainissement vont de plus en plus faire face. Des enjeux de technologie, puisque en fait, pour être capable de bien tarifer ou d'avoir des tarifications un peu sophistiquées, eh ben, il faut être équipé de façon appropriée pour poursuivre notamment les consommations qui servent de base à la facturation. Des enjeux de suivi pour être capable, bon, on en reparlera dans les aspects méthodologiques, hein, de se dire c'est bien de déployer une tarification, Charles-Adrien en reparlera, les moyens pour faire vivre cette tarification, l'actualiser, en évaluer les effets positifs ou moins positifs, nous paraît tout aussi fondamental. Enjeu financier, quand on va réfléchir à la tarification d'un service, on va au fil de l'eau se re-questionner en permanence sur l'équilibre que l'on a entre ses charges et ses recettes. Et cet équilibre-là, en fonction de certaines orientations données, il peut être mis à mal et on pourra en rediscuter, mais les modalités de modélisation peuvent être parfois très complexes. Et donc, il y a un enjeu aussi à avoir des méthodologies assez simples pour ne pas partir dans des tunnels de sophistication qui seraient contre-productifs à un moment donné dans la structure tarifaire. Enjeux réglementaires, on va en reparler assez rapidement, et puis des enjeux de solidarité, puisque la tarification de l'eau est aussi une façon de s'adresser de façon différenciée à des abonnés ou à des usagers du service. C'est pas la même chose, qui seraient plus vulnérables peut-être vis-à-vis de l'accès à cette ressource. C'est une démarche qui est particulièrement sensible que de modifier sa politique tarifaire ou de l'instaurer. Elle est sensible pour les élus dans la mesure où c'est un sujet qui est assez exposant, hein. Il y a une dimension sociale, voire quasiment affective parfois vis-à-vis du prix de l'eau, sans forcément d'ailleurs que ce soit tout à fait lucide et fondé, hein. On a souvent, quand on interroge à travers des micro-trottoirs, des personnes qui vont nous dire que l'eau est chère. Nous, la conviction, c'est qu'elle est sans doute pas assez aujourd'hui au vu des défis qu'évoquait M. Banquier dans son propos, que ce soit des défis de qualité de l'eau ou des défis de sobriété avec des charges qui vont rester à un niveau très important pour le service. C'est un sujet sensible, bien évidemment, pour les usagers qui, un peu en écho à ce que je viens de dire, ont du mal à comprendre quels sont les éléments structurants du prix de l'eau et qu'est-ce qui justifie finalement la tarification. On a aussi des usagers qui, pendant des décennies, ont été bercés d'illusions par certaines pratiques locales et où finalement, un bon service d'eau était un service d'eau le moins cher possible. Et donc,
finalement, dès que le prix va évoluer, il va y avoir une forme d'incompréhension qui pourrait émerger chez les usagers du service public. Et puis, pour les services, c'est un sujet encore plus sensible pour les techniciens du quotidien que certains d'entre vous sont, parce que cette nouvelle tarification peut mettre en tension la capacité à joindre les deux bouts budgétairement sur plusieurs exercices. Bon, voilà, sans faire trop de propos simplificateurs, mais ce qui est important, et c'est Monsieur Minquet qui le disait juste auparavant, c'est d'avoir des solutions sur mesure à chaque territoire. Il y aura pas de formule magique en termes de tarification qui s'appliquerait de façon universelle un peu partout en France. Quatre questions, selon nous, à ne pas, enfin, ou à bien adresser quand on commence à se pencher sur ce sujet, qui sont des questions assez basiques, mais qui permettent souvent de se mettre sur le bon chemin pour commencer à cheminer et à réfléchir à cette problématique. C'est est-ce qu'une tarification unique est possible et adaptée à mon territoire? Quels sont les risques que j'identifie? Et donc, ce sujet de l'analyse des risques, il est assez intéressant. Quels sont les sujets de risque que j'identifie à faire bouger les lignes sur certains sujets? Alors, les risques ne seront pas qualifiés de la même manière en fonction des usages qu'il pourrait y avoir derrière le robinet. Euh, la troisième question, c'est celle des moyens. J'en parlais tout à l'heure très rapidement par rapport au sujet du suivi, mais il y a aussi un enjeu à arriver à trouver un système qui finalement ne coûte pas plus cher que les bénéfices qu'il pourrait rapporter au service. Je pense notamment au sujet de la tarification sociale en évoquant ce sujet-là, mais il nous semble important d'avoir une forme de pragmatisme dans la façon d'aborder ce sujet-là. Et puis comment suivre et évaluer le dispositif, j'en ai déjà parlé. Il est important de ne pas perdre de vue que le tarif est la résultante de certains choix et de certains coûts. Je ne vais pas rentrer dans un détail trop important, mais à la volée des choix stratégiques. À quel point finalement je suis en tant qu'élu et représentant de la collectivité force de proposition et engagé pour que la sobriété soit finalement moins subie que choisie, à quel point j'ai des enjeux de résilience de mes installations et de mon service. Tout ça, ça a un coût et du coup, ça va se retraduire dans le prix. On peut avoir des choix un petit peu plus tactiques. Par exemple, si je décide, comme le fait Vendéo, de réinternaliser une partie de mon service public, même si c'est pas forcément le choix le moins onéreux, mais c'est un choix qui me permet d'atteindre certains objectifs tactiques, ça peut se traduire dans la tarification. Évidemment, des choses un petit peu plus simples, des choix techniques, des choix de qualité de niveau de service, de performance, des modalités de financement aussi qui peuvent être impactantes. Et puis, bien sûr, la taille de la collectivité, mais qui reste finalement un facteur parmi tant d'autres et qui finalement va être plus conditionné par les modalités d'accès à la ressource, une éventuelle dépendance à des ressources externes qui pourraient exister. Je vais aller assez vite là-dessus, hein. Vous aurez le support de toute façon, mais redire juste que le sujet de la définition d'une politique tarifaire est un exercice avec de figures un peu imposées, avec quelques principes que pour certains vous connaissez. Vous avez les références juridiques qui sont à chaque fois remises à droite. L'eau paye l'eau, le fait que l'eau doit être abordable pour tous, le fait que le tarif doit être équitable entre les usagers, ce que j'évoquais en propos introductif, une même catégorie d'usagers doit être traitée de la même manière sur le plan tarifaire. Et puis, on doit éviter d'avoir des effets de finalement pseudo-subventionnement par une catégorie d'usagers vis-à-vis d'une autre. L'intercommunalité, a priori, ne peut pas prendre en charge à partir de son budget général des dépenses du service. Alors, j'ai mis entre parenthèses, sauf cas de figure exceptionnel, finalement, ils ont pas mal fleuri ces dernières années, notamment suite à la loi NOTRe, loi Ferrand-Fesneau, où pour faciliter la mise en action, il y a eu finalement des conditions de subventionnement à partir du budget général, qui sont plutôt des dispositions transitoires qui peuvent être adoptées, mais elles n'ont pas vocation à être pérennisées. Et puis le sujet des différenciations tarifaires qui sont possibles, mais voilà, restent limitées à certains cas de figure très particuliers, répondant à des objectifs d'intérêt général ou des différences de situation appréciables. Je passe la main, Guillaume, pour vous donner un peu un fil méthodologique qui pourrait être suivi si jamais vous souhaitez vous lancer dans la démarche.
Merci Nico. Comme le disait Nicolas, alors l'idée, une nouvelle fois là ici de cette diapositive, n'est pas de vous dire qu'il y a une forme d'absolu, mais de vous donner quelques idées, quelques grands jalons, en tout cas, qui peuvent être des étapes à passer quand on se lance dans une réflexion de refonte de sa grille tarifaire. Pour nous, il y a finalement quatre grands moments, hein. La première étape est une phase d'état des lieux. L'objectif, c'est vraiment d'obtenir une photo aujourd'hui de vos différents dispositifs tarifaires. Elle peut être soit l'idée d'avoir une vision des différentes grilles qui pourraient être en vigueur sur votre territoire, mais aussi de savoir un petit peu ce qui se passe entre les différentes catégories d'abonnés et d'usagers, ce que disait Nicolas tout à l'heure. L'objectif, c'est d'avoir finalement toutes les billes avant de se lancer dans l'idée de refondre cette grille-là. Euh, je vais aller un tout petit peu plus loin que ce que disait Nicolas. L'objectif de refondre, elle est avant tout en effet un exercice politique, elle est un exercice technique, mais elle est finalement presque un exercice de conduite du changement. C'est-à-dire qu'il va falloir arriver à expliquer, motiver, justifier les choix qui vont faire qu'il y a un moment, on va faire bouger les lignes. Voilà, et arriver à le faire avec le plus de transparence possible. Donc, pour pouvoir le faire, savoir d'où on part, ça nous semble l'exercice minimal à conduire au moment de se lancer dans la démarche. Il y a une deuxième phase, on a souvent tendance un tout petit peu à l'oublier. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a observé auprès des différents territoires qu'on a eu l'occasion d'accompagner. On veut très vite se lancer dans les sujets de modélisation et de choix. Comme le disait Nicolas et comme le disait Monsieur Vanquet tout à l'heure, il y a toute une phase stratégique. Et là, il y a une vraie phase de dialogue à construire à la fois avec les territoires, les élus notamment, et savoir finalement comment est-ce que le chemin va être détouré pour finalement atteindre une forme de cible et qui, elle, va faire l'objet de modélisation. Faute de quoi, on risque de tourner finalement un tout petit peu dans le vide au moment des modélisations, de se retrouver avec un arbre de choix finalement un peu trop pléthorique et d'être dans l'incapacité de choisir, tellement les possibilités sont presque quasi infinies en matière de tarification. Donc cette dimension stratégique, elle est pour nous extrêmement importante, il ne faut pas la négliger et c'est quelque chose qu'il faut arriver véritablement à construire. Elle est à minima avec la sphère politique et vous, techniciens, elle peut être plus ambitieuse avec l'idée de constituer, par exemple, des panels citoyens sur le sujet. En tout cas, l'exercice en la matière a été conduit, je pense notamment à la métropole de Lyon, qui a lancé plutôt une démarche exemplaire en la matière, qui peut être un caractère inspirant. Je vous invite à aller regarder l'étendue de leurs travaux qui est disponible et librement accessible, notamment sur Internet. Voilà. Et ensuite, il y a les deux dernières phases plutôt assez classiques, hein, une phase de modélisation. Donc là, on rentre véritablement dans la phase technique. Bon, l'idée, c'est pas finalement de pas se louper. Vous avez généralement les compétences en interne côté collectivité en matière d'ingénierie financière. Si c'est pas le cas, il faut aller chercher la ressource à l'extérieur. Elle est de plus en plus complexe, cette partie de modélisation, en fonction de l'arbre de choix que vous allez dessiner au moment de la stratégie. Voilà. Je reviens, je souligne une nouvelle fois l'importance du propos de dire que dans la dimension stratégique, arriver déjà à une forme de restriction des choix au sens où aller au-delà de 3, 5 cibles peut des fois nuire à la décision parce qu'elle fait elle pose sur la table un peu trop de possibilités et on est tous un peu pareil. On a du mal une fois les choix posés sur la table à comparer au-delà de 3 à 5 solutions. Voilà. Et puis il y a la phase de mise en œuvre. On le verra là également. Je pense que le retour de Charles Adrien en la matière sera particulièrement intéressant. Et là aussi, il n'y a pas de formule magique. Et la phase de mise en œuvre, elle est assez différente suivant les territoires. Elle peut se faire de manière très ramassée, comme elle peut s'étaler assez longuement dans le temps, sur des périodes, aller des fois de 5 à presque 10 ans, suivant les territoires. Oriane, on a encore combien de temps là pour boucler et sans manger la feuille? Ouais. Encore quelques minutes. Vous pouvez, Allez, ça quelques marche. minutes. Allez, on va aller très vite sur la suite. Bon, juste ici, une nouvelle fois, vous aurez la diapositive. Donc, à la manière dont Nicolas a pu passer certaines diapositives précédemment, je ne vais pas m'y attarder trop. Juste l'idée de ce chemin à vous dire, c'est que finalement, il y a, dans une phase de refonte de votre grille tarifaire, il y a finalement deux chemins à suivre, hein, qui vont se faire, qui vont itérer l'un sur l'autre et puis qui vont bien évidemment se nourrir. Il y a une vraie partie, on va dire, plutôt orientée abonnés, d'accord? Donc là, on va véritablement travailler, catégoriser les abonnés, catégoriser les volumes pour arriver à donner et à nourrir finalement les hypothèses qui vont, ça c'est toute la partie autre du schéma, et qui vont venir nourrir toute cette partie basse du chemin qui vont être
les hypothèses de modélisation et de traduction en termes d'impact tarifaire sur les différentes catégories qui auraient pu être imaginées, notamment dans la partie stratégie. Donc ces chemins-là, il ne faut pas oublier ils sont certes menés en parallèle, mais ils se nourrissent l'un l'autre en permanence. Ils peuvent aussi être actualisés régulièrement et que c'est vraiment dans ces deux logiques. C'est juste pour vous rappeler, et là c'est plutôt une nouvelle fois une forme de retour d'expérience en la matière. Euh, il est un peu illusoire de s'imaginer que tout seul derrière son bureau, on va en tout cas arriver à trouver la formule magique. C'est vraiment des choses qui vont être une nouvelle fois un triptyque élu, service. Et côté service, il va falloir arriver à mobiliser des gens aux compétences assez différentes, à la fois côté direction financière, souvent côté direction métier, voire avec aussi une compétence un peu particulière en matière de gestion des abonnés. Voilà, donc c'est un peu ce cocktail-là qu'on voulait partager avec vous ce matin en webinaire. Alors sur les diapositives, les deux dernières, là, je vais passer assez rapidement. On y reviendra s'il y a besoin un petit peu de vous illustrer différents propos. Voilà. Une nouvelle fois, l'idée c'est de d'arriver à décrypter au moment du démarrage de la phase d'état des lieux. On vous disait savoir un peu d'où on part et pour arriver à dessiner où est le point d'atterrissage. Donc arriver à catégoriser, décrypter le profil de consommation des territoires. Donc il y a plusieurs manières de s'y prendre. Là, on vous a donné quatre types de graphiques possibles pour arriver à mener à bien cet exercice. Donc, il y a tout ce qui est de la ventilation de la répartition des abonnés par profil de consommation, la répartition des volumes consommés aussi par tranche de consommation, etc., etc. J'ai envie de dire l'exercice là-dessus, il est presque une nouvelle fois assez, il peut être assez pléthorique. L'idée, c'est de trouver le bon curseur pour arriver à vous donner la bonne photo et arriver dans cette même photo à dessiner ce qui est le point de départ, mais ce que sera aussi le point d'arrivée à l'issue du chemin de convergence tarifaire. Allez, hop, c'est tout. Je te repasse la main, Nico, sur la Oui, stratégie. Ouais. non, juste pour conclure, du coup, ce sujet de la stratégie à définir qu'évoquait Guillaume, hein, donc qui peut impliquer plus ou moins de monde, pour nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir un raisonnement en entonnoir pour éviter la démultiplication des scénarios. L'autre précaution que je voulais évoquer, elle renvoie au sujet de la sobriété et le fait de se projeter avec lucidité sur ce que seront les consommations. Enfin, c'est un des sujets d'ailleurs clés de nos travaux sur la NMEU en ce moment, c'est de dire il faut avoir entre guillemets le courage d'affirmer le fait que les consommations ne seront plus demain ce qu'elles sont aujourd'hui et le fait que ça va mettre à mal en fait nos trajectoires de prospective budgétaire et donc ça conditionnera très fortement le niveau de nos tarifs. Voilà, je ne rentre pas dans le détail pour laisser le temps de parole à Charles-Adrien, mais on pourra revenir si vous avez des questions sur ce synoptique de la stratégie qui positionne voilà, différents niveaux de discussion que l'on peut retrouver dans les ateliers de travail qu'on a avec élus, services et population de temps en temps. Merci pour votre présentation. Je propose qu'on enchaîne tout de suite sur le retour d'expérience de Grenoble Alles Métropole qui sera présenté par Charles-Adrien Hérault et nous prendrons un nouveau temps de questions à la fin. Très bien, merci beaucoup. On m'a confié la mission de résumer 6 ou 7 ans de travail en 15 minutes. Je pense que ça va aller. Beaucoup de choses à dire. Globalement, nous, on ne s'est pas inscrit à l'époque, ce n'était pas un contexte de sobriété qui était le cadre de la démarche. Grenoble Métropole est devenue métropole à l'occasion de l'affirmation des métropoles par la MAPTAM en 2015. Il y avait déjà une régie assainissement qui était intercommunale dans le cadre de la communauté urbaine. Mais voilà, là, il y avait création d'une régie d'eau potable qui se constituait à partir de 49 communes pour un demi-million d'habitants à peu près, et 46 services qui étaient différents en 2014, qui se sont retrouvés unifiés qui se sont retrouvés unifiés dans un service intercommunal désormais. Donc à ce moment-là, la régie, elle est à peine constituée, hein. On est en phase de constitution des équipes techniques, des équipes administratives, de création des procédures. Donc pour ce qui s'est concerné les tarifs,
En 2015, nous avons simplement reconduit les tarifs communaux existants de l'époque et on s'est retrouvé avec tout ce qui pouvait exister. On est dans une configuration montagnarde et urbaine en même temps, donc il y a des très petits services, il y a des très gros services. Et la première délibération des tarifs d'eau potable était constituée de 25 pages, dont 7 pages étaient uniquement pour les parts variables et 6 pages étaient uniquement pour les parts fixes. Et les parts fixes, on pourrait supposer que c'est quelque chose d'assez simple. Il y avait beaucoup de diversité et dans les parts variables et dans les parts fixes, à la fois sur les montants, mais aussi sur les structures tarifaires. Les parts fixes, elles étaient distinguées entre abonnement et location de compteur, et on avait dedans des tarifs qui étaient uniques, donc un prix à l'année, mais il y avait des tarifs de parts fixes qui étaient variables selon la taille de compteur, selon la consommation. Il y avait existence ou pas d'un tarif dédié à la radio relève. Donc on avait vraiment une très grande diversité sur les structures tarifaires. Les montants étaient également très, très, très diversifiés, puisqu'on avait pour les parts fixes de 5 euros à 192 euros par an, lorsque la part fixe existait, puisque des fois il y avait 0 euros. Et les parts variables, j'ai une petite illustration donc sur le bas pour montrer les tableaux qu'on avait délibérés à l'époque. Les parts variables étaient également très diversifiées en montant et en structure, et en moyenne, on allait de 13 centimes à 1,98 €. Donc autant dire que l'égalité de service n'est pas complètement respectée à cette époque-là encore, et qu'il est assez difficile d'avoir de la lisibilité sur le modèle tarifaire. Il y avait parmi les différentes situations des structures tarifaires, il y avait, je vais parler surtout des cas complexes, mais il y avait donc beaucoup de choses. Parmi celles qui nous préoccupaient le plus à l'époque, il y avait le fait que de l'héritage communal, nous avions 3 communes où il y avait des tarifications variables qui étaient progressives en fonction de la consommation, et des communes qui n'étaient pas des moindres, avec pas mal d'habitants, et 2 abonnements qui étaient variables selon la consommation, ce qui constituait une irrégularité tarifaire à l'époque, mais qui était également sur des communes importantes. Il y avait également beaucoup de petites subtilités dans des communes plus petites en termes de structure tarifaire un peu bizarre. Je n'ai pas trop le temps de les détailler. Je vais quand même citer qu'on avait une commune qui appliquait un forfait pour les personnes de plus de 65 ans. Mais voilà, il y avait beaucoup de petites choses qui avaient un enjeu moins important en termes d'impact économique. On était capable d'identifier, si on touchait cette ficelle-là, quel serait l'effet sur la facture des gens, quel serait l'effet sur le budget. Mais en tout cas, celle que j'ai mis en gras au milieu de la diapositive, c'était celle qui nous intriguait le plus parce qu'elle touchait à trop de ficelles et à trop de personnes pour que l'on sache correctement estimer quels étaient l'impact sur le budget et sur les factures des abonnés. Si je raisonne un peu en global, à l'époque, on faisait la comparaison des tarifs 120 mètres cubes, comme il a été un peu évoqué par Monsieur Banquet. Donc c'est vrai que ça vaut ce que ça vaut, hein, la comparaison 120 mètres cubes. Elle permet, elle n'est pas forcément représentative, c'est vrai, de la consommation réelle des abonnés aujourd'hui, mais elle permet d'avoir une comparaison un peu claire entre collectivités, enfin entre modèles tarifaires, pour ce qui est de son effet final. Donc, on avait en moyenne un tarif qui allait de 83 centimes à 3,32 €, donc c'est-à-dire quelque chose qui va quand même de 1 à 5, pour une moyenne à 1,26 €. Cette moyenne, elle nous rassurait un peu dans le sens où elle était inférieure à la moyenne nationale, ce qui nous confortait dans notre possibilité de faire un peu évoluer les tarifs. Mais la chose que je voulais vous montrer, qui était intéressante à l'époque, c'était de montrer la répartition de la population dans ces valeurs, dans les résultats tarifaires en moyenne. Là, sur ce graphique,
On voit la répartition de la population qui va de haut en bas et les tarifs moyens qui vont de gauche à droite. Et la zone rose que j'ai représentée montre que 90% de la population était rassemblée dans un spectre un peu étroit de moyenne tarifaire, entre 1 euro et 1,60 € pour le seul service de l'eau, hein, il n'y a pas l'assainissement dedans, entre 1 euro et 1,60 €. Ça, c'est quelque chose qui avait été assez important pour nous de constater, puisque ça signifie que pour une grande partie de la population, si on s'y prend bien dans l'évolution de la structure tarifaire, il y a des chances pour que l'effet sur la facture TTC finale puisse être insensible par rapport à beaucoup de personnes. Donc voilà, c'était pas une science, mais c'était quand même une observation qui était assez intéressante, d'autant plus que beaucoup de personnes ne regardent pas forcément l'intérieur de la facturation, ils regardent ce qui est écrit en bas de la page pour la facture TTC. Donc, évaluer quelle est la répartition de population en fonction des prix existants, c'est quelque chose qui permet un peu de réfléchir et de voir quel va être le ressenti vis-à-vis des gens lorsque l'on va toucher au modèle tarifaire. Pendant 3 années, les 3 premières années, au fur et à mesure que la régie se constitue, hein, et que nos équipes organisent le travail, on est en capacité de gérer quelques réformes tarifaires pour les petites irrégularités, pour les petites choses. Mais en 2017, donc 3 ans plus tard, il est temps de décider quel modèle économique final on va appliquer et vers quoi on se tourne. Et ça, donc, c'est quand même une question à enjeu, parce qu'une fois qu'on aura défini le modèle tarifaire, ben, on va y rester pendant très longtemps. Donc, cette question, elle arrive et elle se mélange à beaucoup de questions différentes, dont les plus importantes, c'est est-ce qu'on met en place une tarification progressive ou est-ce qu'on ne le fait pas? Est-ce qu'on décide d'harmoniser brutalement ou est-ce qu'on décide de lisser dans le temps l'harmonisation tarifaire? Et bien sûr, quels sont les impacts sur les modifications des factures? Quel est l'impact sur le budget et sur la capacité de financement des travaux? À ce moment-là, on est en train de conduire en parallèle un schéma directeur et qui laisse entendre qu'il va y avoir beaucoup d'aménagements à faire pour rentrer dans un réseau hydraulique à logique intercommunale et non pas à logique communale dont on héritait. Et beaucoup d'autres questions annexes qui se mélangeaient, mais qui faisaient qu'on avait énormément de choses à ce moment-là à se poser comme question en même temps. Donc, ce que l'on a choisi de faire à Grenoble Métropole, c'était à la demande d'une de nos instances qui s'appelle le Conseil d'exploitation, c'est la création d'un groupe de travail politique. Ce groupe de travail, il prenait acte qu'à partir de là, il fallait véritablement cadrer la manière dont on allait conduire cette réflexion. Le groupe de travail politique s'est organisé et était constitué du conseil d'exploitation lui-même et était également associé avec un représentant de chaque groupe politique du conseil. Son rôle était de définir le cadrage et les consignes de travail, de définir ce qui était acceptable ou pas acceptable en termes d'évolution, à la fois pour le budget, mais aussi, bien sûr, pour les factures des gens. Il commandait auprès des services techniciens des simulations financières et des études juridiques. Et il s'est réuni, en 2017, il s'est réuni 4 fois, 2 fois en 2018 et en 2019, et une fois en 2020. Donc ça a été un groupe de travail qui a été assidu, qui a été très intense en 2017 et un petit peu moins ensuite, on verra pourquoi. Et à ce moment-là, comme il y avait énormément de questions qu'on se posait, je vous l'ai dit, il y avait beaucoup d'effets sur des simulations financières qui touchaient un peu à toutes les ficelles. Donc à ce moment-là, en annexe, on a recouru à un consultant, donc c'était Espelia, qui nous a aidé à faire les modélisations tarifaires et à analyser les effets sur le budget à la fois et sur l'impact des tarifs des abonnés. Étape importante. Tout à l'heure, Nicolas disait qu'il était important de définir les scénarios, ou en tout cas le cadrage
qui était attendu avant de partir dans les simulations et les modélisations. Le groupe de travail tarifaire politique a eu pour rôle de définir le cadrage du travail. Dans les consignes qu'il y a, il y en avait plus que 4, mais j'en ai noté 4 les plus importantes. Déjà, c'est celui-ci qui a estimé qu'on n'allait pas faire une harmonisation brutale. Ça s'est déjà vu dans d'autres collectivités. Il y a des collectivités qui ont décidé en une année, bon bah basta, table rase et on définit un nouveau modèle. Eux, ils ont décidé de faire une convergence progressive avec un maximum de 10 ans à partir de la prise de compétences. Donc pour nous, ça nous allait vers 2024-2025. Et à mi-parcours, ils ont décidé que quoi qu'on choisisse comme évolution, on devait resserrer les écarts à mi-parcours entre 1,10 € et 1,50 € en tarif 120 mètres cubes. La troisième consigne qu'il donnait, c'était peut-être la plus importante, en tout cas c'est celle sur laquelle on a été vraiment très très vigilant, c'était que pour un usager domestique, l'augmentation TTC de la facture ne devait pas dépasser 5% par an. Ça a été un paramètre de calage extrêmement important dans les modélisations. Je le montrerai un petit peu après. La quatrième chose, c'était bien sûr le budget du service. À minima, à l'époque, la consigne, c'était d'avoir des recettes constantes pour le service et de ne pas provoquer de baisse de recettes par les évolutions tarifaires. Et au mieux, de tenter de dégager de nouveaux moyens de financement, des investissements, puisque comme je l'ai dit, on avait un schéma directeur et il s'agissait de s'assurer de limiter le recours à l'emprunt dans les années futures par rapport aux évolutions tarifaires et si possible donc de dégager de l'autofinancement vis-à-vis de ça. En tout cas, une recommandation qui me semble extrêmement importante à garder à l'esprit, c'est que avant de vous lancer dans des modélisations, si vous êtes dans des cas vraiment complexes, commencez à définir ce qui est acceptable et inacceptable en termes d'effets, ce qui va vous donner vraiment un cadrage qui va vous permettre ensuite de tester la validité des scénarios que vous allez mettre en place. Je ne vais pas vous montrer l'ensemble des choses et des modélisations que l'on a fait, bien évidemment. J'aimerais par contre vous montrer en 2 diapositives quel genre d'éléments nous donnions au groupe de travail politique pour les aider à réfléchir et à adopter tel scénario ou tel scénario. En gros, ce que nous donnions, c'était des résultats sur l'autofinancement, sur l'épargne brute du service, sur la capacité d'investissement, sur la nécessité de recourir à la dette plus tard. Mais on donnait pour les impacts sur les factures des gens, on donnait ce genre de résultat qui disait si le scénario A est adopté, voilà quel sera l'effet sur les abonnés domestiques. Avec tant d'abonnés pour lesquels la facture va baisser, tant d'abonnés pour lesquels elle augmentera jusqu'à 1,5% en TTC, hein. Tant d'abonnés pour lesquels elle va augmenter jusqu'à 3%, tant d'abonnés pour lesquels elle va augmenter jusqu'à 5%. À droite, j'ai retrouvé donc un graphique qui comparait les scénarios entre eux. Si vous prenez A, B ou C, voilà comment, comment les factures des gens vont se comporter sur l'échelle de l'intercommunalité. La deuxième chose, ça c'était pour une vue globale. La deuxième chose, c'est qu'on donnait évidemment à voir le comportement des évolutions tarifaires sur les factures des gens à l'échelle des communes et non pas seulement à l'échelle de l'intercommunalité. Donc ce tableau est un peu grand, il ne tient même pas sur la page, hein, je l'ai divisé en 2. Vous avez ici un tableau où on a les noms des communes sur les lignes et sur les colonnes, c'est la répartition sur la facture des abonnés, donc de moins 10% à 10% et plus. Et les simulations tarifaires que l'on faisait permettaient de dire qu'à l'intérieur d'une commune, voilà comment la réforme tarifaire va avoir de l'effet sur la facture des gens en fonction de leur niveau de consommation et en fonction de l'évolution tarifaire entre l'ancien modèle communal et la nouvelle proposition intercommunale. Tout le but du jeu là-dedans, c'était de montrer au groupe de travail politique que, que le scénario qui était proposé répondait ou pas
à la consigne de ne pas augmenter la facture de 5% TTC par an pour l'ensemble des abonnés. Donc là, j'ai mis en surbrillance la colonne à droite où notre vigilance, c'était de s'assurer que cette colonne soit vide dans nos simulations tarifaires. Donc ça permettait au groupe politique de constater si oui ou non on respectait bien les consignes de travail lorsque l'on proposait telle ou telle évolution. Là, j'ai mis un tableau qui résume les différentes évolutions, les différentes réformes tarifaires que nous avons conduites année ou pré-année. Je ne vais pas parler des 3 premières lignes. Les 3 premières lignes, c'était ce qu'on était capable de faire sans passer par un groupe de travail politique ni un consultant. Les 2 dernières lignes, par contre, les simulations et les cadrages, les consignes politiques, nous ont permis de toucher aux gros morceaux des réformes tarifaires que l'on devait faire. Donc en 2018, on a réussi à avoir des modèles économiques qui nous permettaient de supprimer les parabonnements variables selon le niveau de conso. Donc ça, c'était une irrégularité, hein, on voulait la supprimer. Mais comme elles étaient sur des communes à population importante, voilà, il y avait un véritable enjeu sur le modèle économique et sur les factures des gens. Et la deuxième chose, c'est qu'on a choisi à cette époque-là la mise en place d'une tarification progressive uniquement sur les non domestiques et uniquement pour les gros consommateurs, c'est-à-dire supérieurs à 500 mètres cubes. D'autres éléments ont été faits en place. Cette année-là, en 2018, ça s'est bien passé. Globalement, l'effet sur les factures des gens, dans les retours que l'on a eus des gens, dans les enquêtes de satisfaction que l'on peut faire, global, et sur le bilan financier sur notre budget, les voyants étaient au vert vis-à-vis de la réforme que l'on a constituée. Ce qui nous a permis d'attaquer dès l'année suivante la réforme du deuxième gros morceau qui nous a intrigués, qui étaient les tarifications progressives domestiques qui existaient sur certaines communes, dont des communes de taille importante. Et on a pu proposer une évolution à nouveau pour traiter cette question-là. Donc on a décidé en 2019 de supprimer les 3 tarifications progressives domestiques qui existaient et qui nous préoccupaient. Ce qui fait qu'à partir de cette année, toutes les factures domestiques disposaient d'un tarif qui était constitué d'une part fixe, abonnement, et d'une part variable à la consommation pour l'ensemble des communes de l'agglomération. Donc en 2019, et un peu avant le calendrier qu'on s'était fixé, on a réussi à harmoniser les structures tarifaires. À ce moment-là, les montants sont encore différents, même si on a beaucoup resserré les écarts, notamment pour les valeurs extrêmes. Mais on avait en 2020 une structure tarifaire qui était harmonisée. Cette structure tarifaire, une fois que c'est harmonisé, bon, bah, c'est quand même beaucoup plus facile de conduire l'harmonisation des montants, puisque voilà, il s'agit simplement de faire un rapprochement des écarts. Mais c'était vraiment la grosse partie de réussir à harmoniser les structures tarifaires. Je Ici, te laisse quelques quelques illustrations. minutes si c'est possible. On Oui, bien approche de sûr, la fin du j'ai webinaire. quasiment terminé, oui. Très bien, merci. Euh, donc, on a ici quelques illustrations qui montrent à quoi ressemblait la convergence, hein. En général, on a en vue initiale ce rapprochement, ce genre de schéma que j'ai mis en haut à gauche. La réalité, elle s'est traduite par les illustrations en bas. Attention, souvent, des représentations-là ne s'intéressent qu'au montant. La difficulté est véritablement à réussir à gérer la structure, les structures de tarifs qui, elles, sont vraiment le point noir dans les démarches d'harmonisation. Je vais terminer ici sur cette diapositive qui va être les recommandations que je peux vous formuler sur le retour d'expérience. Déjà, il faut vraiment garder à l'esprit, et ça, il faut le dire à tous les décideurs avec lesquels vous serez en relation, que si je me conduis une évolution de tarif, il y aura forcément un transfert
entre usagers. C'est-à-dire qu'il y aura des gens dont la facture va baisser, des gens dont la facture va augmenter, et que ça, eh bien, on ne peut pas passer à côté. Toute la responsabilité de votre travail, c'est de vous assurer que cela soit fait avec le plus de vigilance sur l'effet sur l'effet des factures des gens. Et pour cela, pour bien cadrer, si jamais vous êtes dans des cas complexes, monter une organisation décisionnelle, monter un COPIL, qu'il soit politique, qu'il soit de consultation citoyenne, mais monter quelque chose qui ne soit pas issu des services techniques, mais qui soit bien cadré par soit le politique, soit les usagers eux-mêmes. Sachez trier les questions majeures des questions mineures, à savoir celles pour lesquelles vous pouvez estimer ou pas les effets sur les factures et les effets sur le budget. Essayez de converger d'abord les structures, puis les montants. Ça me semble être le bon ordre des choses. Une chose assez importante, c'est estimer votre confiance dans votre base de facturation. Selon votre historique, vous avez une base de facturation qui est très fiable ou vous avez une base de données de facturation qui ne l'est pas. Si jamais elle n'est pas fiable, faites au plus simple. N'allez pas chercher des tarifications différentes par catégorie ou domestique, non domestique. Si jamais vous n'avez pas de fiabilité sur votre base de données de facturation, sinon vous ne pourrez pas réaliser ce que vous voulez faire. Bien sûr, vérifiez la capacité d'investissement. Je vous invite à récupérer, si vous êtes dans le cadre d'un transfert de compétences de commune à intercommunalité, à récupérer les rapports annuels, le maximum de rapports annuels des années précédentes. Ça, c'est surtout une vigilance au cas où d'anciennes communes gestionnaires vous feraient le reproche d'une augmentation de tarifs en disant ben, nous, on gérait très très bien et c'était pas cher, et maintenant que c'est l'interco, ça coûte plus cher. Avoir les rapports annuels vous permettra de contrôler sur pièce si en effet la gestion était aussi rigoureuse qu'elle est annoncée par les anciennes collectivités gestionnaires. Et chose assez importante, je vous recommande d'expliquer toutes les évolutions que vous faites dans vos délibérations. D'expliquer d'où vient la décision, d'expliquer comment vous avez fait votre cadrage, comment vous avez fait un peu vos simulations, et surtout de dire, ben voilà, nous faisons évoluer cette commune vers ce modèle, cette commune vers ce modèle, cette commune vers ce modèle. Pourquoi? Parce que la délibération, elle sera donc adoptée, bien sûr, elle sera adoptée par votre conseil, mais elle permettra également d'avoir un document officiel qui sera la base de votre communication ensuite, soit envers les élus, soit envers le public. Toute personne qui, dans l'année suivante, pourra demander des explications. Voilà, la délibération, si elle est très détaillée, elle vous donnera une base très solide pour votre communication ensuite. Moi, j'ai terminé avec ça. Si ça intéresse les gens, je veux bien. Ensuite, j'ai 3 diapositives sur la communication. Ça prendra 1 minute. Mais voilà, d'ici là, on peut prendre des questions si les gens, si les gens veulent creuser un petit peu le sujet. Merci beaucoup. Je ne vois pas de demande de questions à l'oral. En revanche, nous avons une question à l'écrit. Euh, Nicolas et Guillaume, vous aviez quelques éléments à y apporter. Pour ceux qui n'ont pas accès, la question portait notamment sur la connaissance des volumes d'eau usée rejetés, notamment en cas de recours à des puits et des forages. Oui, tout à fait. Et alors, c'est vrai que c'est une question qui est aussi pertinente que délicate en termes de réponse à y apporter. Je pense que c'est une vraie problématique, alors qui est sans doute pas tout à fait homogène aujourd'hui sur le territoire français. Moi, je suis originaire du sud-ouest, hein, donc j'ai ma famille du côté de Tarbes, et je vois très bien dans le voisinage de ma famille la démultiplication des forages, des puits privés, et qui aura un vrai impact sur la disponibilité de la ressource à un moment. Et je vois aussi la réticence qu'ont les gens, à commencer par ma famille, à déclarer son forage auprès de la mairie. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait imaginer, comme le proposait Laurence, des dispositifs un peu complémentaires de mesurer
des débits de sortie sur le branchement d'assainissement. Mais en vrai, techniquement, c'est pas possible. Ça va engendrer des coûts qui n'ont pas vraiment de bénéfices similaires en face. Donc le travail que nous recommandons aux collectivités dans ces cas-là, et je te laisserai aussi donner ton sentiment, Guillaume, mais c'est de mettre des moyens sur ce sujet de la déclaration, de la détection des puits, et ça peut se faire de différentes manières. Déjà en travaillant pas mal sur sa base de données abonnée, en regardant la composition quand c'est possible aussi des habitations pour voir quelle est la cohérence, de détecter ben, là où j'ai pas de consommation du tout, mais où je sais que je suis raccordé à l'assainissement et donc d'arriver à identifier est-ce que c'est un logement vacant, est-ce que c'est un logement justement qui contourne un peu le système. Et puis on peut avoir aussi des traitements par d'autres bases de données qui permettent ce type de recoupement. Donc bon, l'idée, ça serait plutôt de prendre le sujet par l'amont en se disant, essayons de bien identifier, d'inciter les gens à se déclarer pour après trouver un système qui peut éventuellement reposer sur de la forfaitisation partielle ou totale sur certains usages. Bon, pas beaucoup plus que ce que tu viens de décrire, Nicolas. En effet, pour votre réponse, il n'y a malheureusement pas de solution magique. Enfin, je laisserai Charles Adrien dire comment est-ce que le sujet peut-être a été traité côté grenoblois, mais le retour d'expérience qu'on a à la matière, en effet, c'est de prévoir déjà un règlement de service qui fait appliquer la loi, c'est-à-dire rappeler l'obligation de déclaration, prévoir qu'en l'absence de déclaration, bah, il y a la mesure coercitive qui va en face avec là aussi des débats à avoir. Politiquement et surtout une sécurisation juridique. Et puis, bah, les sujets que vous évoquez, en effet, on va aller de la solution très technique à possibilité de mesure de débit sur un branchement. On vous rejoint dans votre proposition en disant que techniquement, ça nous semble aujourd'hui peu faisable et on l'a en tout cas pas vu, nous, ou très peu déployé sur les territoires. On l'a vu sur des gros consommateurs, mais pas en... Voilà. Et l'idée est plutôt, dans ce cas-là, de passer par des mesures indirectes pour arriver à trouver, d'une manière ou d'une autre, une manière estimative de soit avoir une idée de la composition des familles ou du foyer. Et là, on passe soit par des données CAF, soit par des données de surface de plancher, etc., qui sont toutes imparfaites, puisque de toute façon, pas ramenées à la consommation qui pourrait être constatée au compteur. Donc, le premier sujet, pour nous, il est voilà, dans l'ordre des choses, prévoir dans le règlement de service une bonne application du dispositif réglementaire, le cas échéant, prévoir des mesures coercitives. Et puis, c'est le troisième pilier, c'est voilà, des mesures indirectes qui font qu'on passe par d'autres bases de données pour avoir une mesure forcément imparfaite, mais qui nous permet d'avoir une idée de la composition du foyer. Je vous remercie. Monsieur Banquet, est-ce que vous souhaitez apporter des éléments soit sur la question du comptage ou peut-être un mot de conclusion un peu plus général? Pardon, je me reconnecte. Non, non, sur les éléments de comptage par rapport à l'assainissement, etc. Bien évidemment, fait, nous sommes en France. Et le français, de toute façon, vous savez, je travaillais dans l'administration fiscale. Donc, le français, il essaye toujours de contourner la législation, de contourner les choses, etc. C'est normal. Et je suis persuadé qu'un jour, si je dirais, cette évaporation fictive de la facture par rapport à la différence qu'il peut y avoir entre le besoin en eau du ménage et sa réelle consommation par rapport à un forage qui n'est pas déclaré, etc. C'est sûr que, enfin, moi, demain, je suis convaincu que l'intelligence artificielle va nous aider à, je dirais, à détecter, je dirais, les potentiels truanderies, quoi. Et donc derrière, ça voudra dire qu'il faudra peser le coût entre les contrôleurs, quoi, des gens qui iront contrôler chez l'habitant ou qui contrôleront et le rapport financier que ça procurera pour la collectivité. Bon, enfin, à un moment donné, il faudra peser tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution miracle. Enfin, pour gérer ce type de distorsion enfin, quelque part de consommation et de facture par rapport à ceux qui utilisent, mettons, des récupérateurs d'eau de pluie, etc., etc. Bon, enfin, ça, on verra.
Le tout est, c'est que, enfin, enfin, je ne sais pas si je dis des mots de conclusion, mais enfin, parce que peut-être que certains souhaitent encore poser des questions ou intervenir, mais aujourd'hui, la problématique de l'eau, et on le voit à travers tout ce qui s'est dit, pour moi, elle est profondément politique. C'est l'aménagement du territoire de demain qu'il faut envisager à travers, je dirais, le prisme de notre rapport à l'eau. Et ce rapport à l'eau, que ce soit bien l'eau potable, bien sûr, pour l'usage domestique, mais l'eau en général, parce que derrière l'eau, il y a tout ce qui est le trop d'eau aussi, avec les événements climatiques qui peuvent arriver. On voit dans quelle difficulté se trouve l'Espagne aujourd'hui concernant ces événements-là. Donc l'eau va devenir un enjeu majeur et moi je suis convaincu que ben, tous ces sujets-là doivent être enfin, pris en charge par le politique avec un grand P et faire partie, je dirais, des grands enjeux de demain. Bon, au-delà de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, il y a des aspects de gouvernance qui sont importants à mettre en place de façon à ce que bien, nos usagers puissent avoir une confiance vis-à-vis de nos structures en termes de gestion économe, en termes de gestion efficace des problématiques d'eau pour que eh bien, derrière, on puisse agir avec tout un tas je veux dire, la métropole de Grenoble nous a montré comment elle avait agi sur ces 10 dernières années, agir pour amener le consommateur vers de la sobriété tout en essayant de garder quand même des marges de manœuvre pour nos investissements de demain. Donc cette problématique politique, elle est importante et au niveau national, je l'ai dit un jour sous forme de boutade, mais c'est pas vraiment une boutade, mais un jour, il faudra quand même se poser la question de la transversalité et de la décision politique par rapport à l'eau. Et un ministère de l'eau, pour moi, ne serait pas incongru. Et donc, parce qu'aujourd'hui, l'eau touche au ministère de la Santé, de l'Agriculture, de l'Industrie, de l'Écologie, etc., etc. Et l'interministériel, c'est toujours difficile puisque chaque ministre tire la couverture pour je dirais, avoir le maximum de marge de manœuvre possible. Et donc, avoir une lisibilité et une stabilité sur les 10 15 20 ans à venir dans nos politiques publiques de l'eau, ce sera quand même quelque chose qui deviendra pour moi indispensable. Et ça passera par un renouvellement des gouvernances de l'eau au niveau national. Pour que le politique s'approprie tout ça, sinon, bien, on va au-devant de conflits majeurs, que ce soit avec des migrations importantes qu'on connaîtra de l'Afrique ou d'ailleurs, des gens qui manquent d'eau, qui viendront chez nous pour tout simplement manger et subsister. Et dans les usages que l'on peut connaître, nous, au niveau de notre territoire national, entre l'agriculture, l'industrie, l'usage domestique, à un moment donné, quand il va manquer de l'eau, ça va secouer. Et je vous garantis, je suis sur un territoire où il manque de l'eau. Je peux vous garantir que les rapports avec l'agriculture ne sont pas si simples que ça. Voilà. Donc, je pense on a du travail et du pain sur la planche au niveau politique pour harmoniser tout ça et apaiser surtout le débat sur l'eau. Je vous remercie, Monsieur Manquet, pour ces éléments. Il n'y avait pas d'autres questions dans l'onglet questions-réponses. J'ai noté quelques remarques dans le fil de discussion, des points d'attention, notamment par rapport au diagnostic précarité hydrique et à la question de l'accès aux données et la compatibilité avec le règlement général sur la protection des données. Donc, c'est en effet des sujets à bien garder en tête. On ne pourra pas creuser plus euh, aujourd'hui. Mais bien sûr, on va continuer à travailler, vous accompagner sur cette thématique-là. Comme indiqué au départ, le webinaire a été enregistré. Vous aurez accès au replay et au support. Et donc, il me reste à vous remercier, Charles-Adrien, Nicolas, Guillaume et Monsieur Banquet pour votre participation et à vous souhaiter à tous une bonne journée. Merci. Merci, au Merci à revoir. tous. Merci beaucoup. Bonne journée.